Monsieur Perrin, en dehors de la gabegie, il y a la corruption, il y a aussi ces dettes qu'ils ont contractées vis-à-vis de ces mercenaires-là, donc qui les obligent aujourd'hui. Sinon, on ne peut pas comprendre pour quelles raisons, comment expliquer aux travailleurs, aux retraités, aux étudiants, au peuple congolais dans son ensemble qu'il n'y ait plus d'argent de caisse d'État. Un pays producteur de pétrole. Vous avez fait allusion tout de suite, tout à l'heure, des recettes fiscales, mais le Congo engrange des milliards en termes de recettes fiscales. Où va cet argent? Qu'est-ce qu'on en fait? Il n'y a pas de réalisation au Congo. Il n'y a pas d'école viable. Il n'y a pas de système de santé efficace au Congo. Tout est en berne au Congo. Rien, l'économie nationale est à terre. Je suis au Congo, ben, je peux le constater avec les Congolais. Donc, rien ne va au Congo. Ça n'est pas la peine de mentir. Donc, quand le Premier ministre vient emberlificoter, endormir avec des propos, je veux dire, irresponsables, c'est une irresponsabilité de la part du Premier ministre. À sa place, je démissionnerai parce que c'est une honte. Mais comme le ridicule ne tue pas, ben, ils s'accrochent, ils s'arc-boutent de pouvoir, ils essaient de trouver des raisons farfelues, hein, voilà, pour servir le peuple. Le peuple congolais n'est pas dupe. Le peuple congolais sait bien qu'aujourd'hui, la situation difficile dans laquelle il se trouve aujourd'hui est provoquée, organisée, entretenue par le pouvoir en place. On est longtemps revenu là-dessus, mais je reviens sur un peu ce côté, j'allais dire, moins diplomatique, où il pense qu'il peut faire la pédagogie aux Congolais pour leur expliquer la nature exacte des accords que le Congo-Brazzaville et le Rwanda ont signés. D'abord des accords contestés, rejetés par la population congolaise. Vous l'avez probablement suivi. Votre commentaire? Alors, je dois dire sans embâche que ce ministre pète plus fort que son derrière. Voilà. C'est un euphémisme. Il est sorti de son rôle. C'est une immixtion d'une affaire interne à un État. Ce n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Mais qui lui en a donné l'autorisation, les coups des flancs, franches? C'est bien le pouvoir en place. Voilà, c'est cela hein, au Congo. Des étrangers qui se permettent de donner des leçons aux Congolais, qui se permettent d'anéantir, de neutraliser, d'anesthésier les Congolais parce qu'ils convoitent. Le Rwanda est un pays pauvre. Le Rwanda est un pays pauvre. Ben, ce ministre a tout intérêt à ce que voilà, que cette cession de terre soit une réalisation pour que. Mais en réalité, je vais vous dire pourquoi cette cession de terre. Ça n'est pas tant, c'est d'ailleurs d'abord une insulte faite au Congolais. C'est une insulte que le gouvernement, que le pouvoir en place fait aux Congolais. Donc, non seulement le pouvoir en place, mais le gouvernement rwandais, Paul Kagame. C'est une insulte pourquoi? C'est une façon de dire aux Congolais que vous êtes incapables de cultiver vos terres, de les valoriser. Voilà, on va faire venir des étrangers, des mercenaires, je veux dire des criminels. Voilà, ces barbares qui sévissent en l'Est de la RDC. Bon, on va vous les faire venir pour qu'ils mettent en valeur vos terres. C'est une insulte. C'est un acte de trahison, de haute trahison. C'est assimilable à un crime de lèse-majesté. Mais à la vérité, pourquoi est-ce que l'on cède des terres? Ce n'est pas la terre qui est en cause ici. Je pense qu'il y a un agenda caché derrière tout ça. Le pouvoir en place, sachant qu'il ne sera jamais élu par la voie des urnes, envisage, c'est prélude à une révision constitutionnelle. Ils veulent réviser la constitution congolaise. Ils veulent passer d'un régime parlementaire, de sorte que le président, le prochain président, donc qui souhaite qu'il vienne de leur camp, de leur sérail, soit élu directement par les députés nommés. Mais alors, une telle décision, une telle révision constitutionnelle ne peut contenter le peuple, va donner certainement va abuter à une grande populaire. C'est à dessein, vous voyez bien, là où est-ce que les terres ont été cédées. C'est dans la partie sud du pays. Mais c'est pas. Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de suivre R7. Avec moi sur ce plateau, Jean-Bruce Apambou Malonda. Bonjour, Jean-Bruce. Bonjour, Monsieur Perrin. Merci d'être avec nous sur R7. Vous êtes professeur d'université, ancien fonctionnaire des Nations Unies, ancien professeur de l'Académie de Paris chargé de recrutement rectorat. Vous avez aussi travaillé dans la cellule stratégique du cabinet du préfet de l'Île-de-France, écrivain prolifique, homme politique, ancien membre
du RDPS, ancien attaché parlementaire sous la législature de Jean-Pierre Tister-Tchikaya. Avec vous, nous allons tenter de passer en revue l'actualité congolaise, le Congo-Brazzaville. Commençons par la crise financière profonde que connaît le Congo-Brazzaville actuellement, où la trésorerie de l'État, selon Anatole Koliné-Makosso, le Premier ministre congolais, serait totalement vide. Les salaires, les bourses, les pensions ne peuvent plus être assurés régulièrement pour un petit pays comme le Congo-Brazzaville, qui a d'énormes ressources naturelles et exploitées d'ailleurs. Est-ce que vous entendez cela? Cela ne s'explique pas et ne saurait que s'expliquer. Nous sommes une petite population, 6 millions. Nous avons des recettes fiscales. Nous avons un port en eau profonde. Nous sommes le troisième pays exportateur du pétrole en Afrique. Et nous avons le bois, nous avons d'autres minéraux. Cela ne saurait s'expliquer. Voilà, cela ne saurait s'expliquer. Moi, je Il suis y a aussi totalement. les recettes fiscales qu'il faut Mais, tenir. bien sûr, bien sûr. C'est beaucoup d'argent. La seule raison que je vois en cela, ben, c'est le détournement massif. Il y a eu 14 000 milliards qui se sont volatilisés donc, des caisses de l'État. Donc, pour moi, M. Koliné Makosso, qui n'est qu'un Natalakou, hein, qui n'est que le héros, qui n'est qu'un factotum, voilà, qui Et n'a pas de réel pouvoir. pourquoi vous pensez que ce n'est qu'un talakou, comme on appelle ça? C'est un figurant, en Il n'a fait. pas, il n'a pas de réel pouvoir. Il n'a pas de réel pouvoir. Quand Collinet dit qu'ils sont en train de payer le pays paie des dettes, mais Collinet se moque du peuple congolais, lesquels ont causé cette dette-là. C'est son pouvoir, c'est les gens auxquels il appartient, c'est son clan, c'est le PCT, ce sont les dirigeants actuels. Donc c'est une façon de se moquer des Congolais. Moi, ce qui me fait le plus mal, c'est le cynisme, c'est la froideur avec laquelle on annonce cela au peuple congolais. C'est une façon de se moquer du peuple congolais. Il a annoncé la mise en place d'un groupe de travail. Vous voyez que ça m'a fait sourire, ça m'a fait rire. Je vous dis, mais nous savons qu'il fait partie des plus gros voleurs de ce pays. C'est un euphémisme, hein, dire voleur, parmi les premiers prévaricateurs quand même de la nation. Mais c'est exprès qu'on a En fait, placé là. vous êtes en train de dire que vous êtes en train de dire que la mise en place de ce groupe de travail chargé de la mobilisation de la trésorerie de l'État, c'est une farce, en réalité. C'est une farce. C'est tout simplement pour dire à ceux-là, donc ils vont animer ce groupe-là, vous savez où est-ce que vous avez planqué l'argent du pays, alors il faut ressortir cet argent, c'est clair. Donc on les met devant leurs responsabilités, c'est fait à dessein. Bouya n'est pas financier. Pourquoi est-ce qu'on confierait une telle structure à Bouya qui n'est pas financier? C'est pour quelle raison? C'est parce que Bouya et les autres savent où est-ce qu'ils ont planqué l'argent de l'État. Et moi, je dis qu'ils doivent sortir cet argent. Ils savent. Ça n'est pas leur argent, c'est l'argent de l'État. C'est quand même ahurissant quand même. Vous êtes à des postes de responsabilité pour servir le peuple, non pas pour vous servir. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'ils font? Mais, Monsieur Perrin, vous n'êtes pas à Brazzaville comme nous. Vous voyez qu'ils roulent carrosse. Vous voyez combien de véhicules il y a de luxe il y a dans Brazzaville? Sans vergogne. Combien d'immeubles de luxe on érige dans les quartiers, quelquefois insalubres? Mais ça fait mal à la tête quand on voit des choses comme ça. Pardon, C'est pitoyable, c'est triste. Jean-Bruce Pompou Malonda, vous êtes en train de dire que dans le même temps où le gouvernement congolais annonce la crise, c'est-à-dire disons que voilà, on ne peut plus payer les salaires, les pensions, les bourses, il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État. Mais dans le même temps, vous dites qu'ils sont là en train de rouler carrosse avec des véhicules de luxe, ils construisent j'allais dire, des immeubles dans les quartiers. Vous avez même dit dans les quartiers insalubres. Ça veut dire que ils ont l'argent dans leur villa, qu'ils ont thésaurisé. Ils ont l'argent de leur maison. Il y a un contraste entre les immeubles, donc leur maison, les villas qu'ils construisent et les véhicules dans lesquels ils roulent, avec la société, en fait, l'État de Brazzaville, l'État des routes. Il n'y a pas d'eau, vous le savez. Au Congo, il n'y a pas d'électricité. Les gens subissent des délestages intempestifs. Il n'y a pas d'école. La santé, le système de santé est très précaire. Dans certaines familles, quelqu'un est très malade, on dit, oh, mais il est à l'hôpital. Et là-bas, on va les donner une piqûre pour mourir. Nous préférons garder à la maison. Pourquoi? Si un Congolais moyen a déjà cette conscience-là, les gens vont à l'hôpital pour mourir. Vous n'avez pas suivi l'histoire qui s'est passée ici? Il y a une jeune fille qui était dans un semi-coma, la menée au CHU. Quand le médecin vient comme ça, corps en dépôt. La maman coma, corps en dépôt,
vient attraper le médecin, bagarre, et la fille qui était dans le SMIC commence à réveiller, dit, oh, Gakoufi, Nini, hein? Le médecin a fui. Les Congolais ont du mal à se soigner aujourd'hui. Les soins de santé ne sont pas accessibles à tous les Congolais. Mais il y a une insécurité, je veux dire, endémique au Congo. Les Congolais vivent très mal, ils vivent dans la peur, avec ces phénomènes de katakata qu'on n'arrive pas, ces phénomènes de kuluna qu'on n'arrive pas à éradiquer. Mais c'est des phénomènes entretenus par le pouvoir en place. Mais je vais vous dire pourquoi il n'y a pas d'argent. En fait, l'argent, les dettes auxquelles fait allusion le Premier ministre, mais ce sont les dettes que le président de la République a contractées à l'occasion de ses coups d'État. Mais quand il a pris des mercenaires... Pardon, vous êtes en train de dire les dettes contractées par Denis Sassou Nguesso lors de Mais son on coup servi à payer les d'État. mercenaires. Jean-Bruce Pambou Malonda, vous êtes en train de dire que finalement les dettes dont fait allusion Anatole Koliné-Makosso qu'il serait en train de payer, c'est les dettes contractées par Denis Sassou Nguesso lors de son coup d'État militaire. C'est ça? Je n'ai pas Et bien bien compris. sûr, c'est en effet cela, il s'est obligé vis-à-vis de ses mercenaires, parce que ça coûte cher les mercenaires. Vous savez que le président de la République, bon, écoutez, ça me fait mal de l'appeler président de la République, mais c'est un président de fait, mais n'a jamais gagné cette élection dans ce pays, qu'il a financé des coups d'État. C'est d'ailleurs les seuls exploits, les seuls exploits de ce gouvernement, de ce pouvoir en 40 ans de règne sans partage. Les seuls exploits, c'est d'avoir organisé le coup d'État. C'est des projets funestes, comme l'assassinat des opposants, l'embastillement des opposants, euh, euh, les coups d'État à répétition, mais ça coûte cher quand on sollicite les services des mercenaires. Donc, en Donc, sortant, vous êtes en train de dire, je vais juste récapituler pour nos téléspectateurs. Vous êtes en train de dire, Denis Sassou Nguesso est revenu au pouvoir en 1997, tout le monde sait par quelle méthode. C'est un coup d'État militaire qui a coûté d'ailleurs plus de 10% de la population, la vie à plus de 10% de la population. Il y a d'ailleurs un ancien un expert, il faut le dire comme ça, des renseignements français, Éric Denessé, qui parle de plus de 400 000 morts. Et donc, lors de ce coup d'État, les Congolais se rappelleront, Denis Sassou Nguesso a fait usage des mercenaires étrangers, des armées étrangères, il y en avait au moins 5 comme ça, on peut citer comme ça, l'Angola, le Tchad, le Rwanda, et puis voilà, on peut passer l'ancienne phase, c'est comme ça qu'on appelle ça. Et donc, vous pensez que l'argent engrangé par le Congo et pour son pétrole, ses minerais, son bois, cet argent sert finalement à rembourser ou à payer ces mercenaires ou ces armées étrangères qui l'ont assisté lors du coup d'État militaire. C'est-à-dire des clauses c'est de ce genre, c'est ça. Parce bien que cela. sinon, rien pour vous, rien n'explique qu'aujourd'hui, qu'on se retrouve avec un pays comme le Congo-Brazzaville, nous l'avons dit d'entrée de jeu, qui a toutes les ressources nécessaires pour être un petit Qatar, le pétrole, le bois, les minerais, le port en eau profonde. Nous avons aussi rappelé les recettes fiscalo-douanières, ça on n'en parle pas assez. On ne peut pas comprendre qu'un petit pays de 6 millions d'habitants puisse manquer de l'argent. C'est ça. Ben, monsieur Christian, monsieur Perrin, en dehors de la gabegie, il y a la corruption, il y a aussi ces dettes qu'ils ont contractées vis-à-vis de ces mercenaires-là, donc qui les obligent aujourd'hui. Sinon, on ne peut pas comprendre pour quelles raisons, comment expliquer aux travailleurs, aux retraités, aux étudiants, au peuple congolais dans son ensemble qu'il n'y ait plus d'argent de caisse d'État. Un pays producteur de pétrole. Vous avez fait allusion tout de suite, tout à l'heure, des recettes fiscales, mais le Congo engrange des milliards en termes de recettes fiscales. Où va cet argent? Qu'est-ce qu'on en fait? Il n'y a pas de réalisation au Congo. Il n'y a pas d'école viable. Il n'y a pas de système de santé efficace au Congo. Tout est en berne au Congo. Rien, l'économie nationale est à terre. Je suis au Congo, ben, je peux le constater avec les Congolais. Donc, rien ne va au Congo. Ça n'est pas la peine de mentir. Donc, quand le Premier ministre vient emberlificoter, endormir avec des propos, je veux dire, irresponsables, c'est une irresponsabilité de la part du Premier ministre. À sa place, je démissionnerai parce que c'est une honte. Mais comme le ridicule ne tue pas, ben, ils s'accrochent, ils s'arc-boutent de pouvoir, ils essaient de trouver des raisons farfelues, voilà, pour servir le peuple. Le peuple congolais n'est pas dupe. Le peuple congolais sait bien qu'aujourd'hui, la situation difficile dans laquelle il se trouve aujourd'hui est provoquée, organisée, entretenue par le pouvoir en place.
Alors, donc, on disait tout à l'heure, pas d'argent pour les salaires, pas d'argent pour les bourses, pas d'argent pour les pensions, ni pour les services Place. sociaux de base. Vous avez rappelé qu'il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas d'électricité stable au Congo-Brazzaville. Vous avez même cité les réseaux routiers qui sont totalement délabrés. Vous avez peint là un tableau où plus rien ne marche au Congo-Brazzaville. Excusez-moi, Monsieur Christian Perrin, vous savez, à l'époque où nous grandissions, il y avait quand même un service social minimal qui fonctionnait. Mais ces services n'existent plus. L'école, la belle école, le beau Congo s'est arrêté pratiquement avec notre génération. Mais c'est ahurissant. Alors que depuis que nous étions enfants jusqu'au jour, le Congo n'a fait que des recettes pétrolières. Mais, mais le pétrole est pratiquement au plus haut de son cours aujourd'hui avec la guerre en Ukraine. Comment? Vous voyez, ça donne mal à la tête à y réfléchir. On se dit, mais comment expliquer c'est totalement irrationnel ce qu'ils sont en train d'avancer comme raison. Je pense qu'on a affaire à un groupe de canailles, d'orduriers, qui ont bordélisé la vie politique congolaise. Non, Ces boutiquiers du vous nous PCT. rappelez, vous nous rappelez un invité qu'il disait d'ailleurs sur ce même plateau que ces gens-là sont en train de gouverner le Congo par canaillerie, c'est comme ça qu'il appelait ça, et parce que rien ne peut expliquer la situation actuelle du Congo-Brazzaville où on vient de dire aux Congolais tout bonnement, il n'y a plus d'argent, et on n'explique pas aux Congolais où est allé donc l'argent du Congo-Brazzaville. Mais quelle analyse cela vous inspire? C'est quand même un régime qui est là presque 40 ans au pouvoir, le même régime qui a géré, mais autant d'argent engrangé par le pétrole, par le Ben bois. oui, hélas. Qu'est-ce qui Hélas. peut expliquer ça selon vous, politiquement parlant? Non, mais pour moi, c'est un cynisme. Hein. Pour moi, on a affaire je veux dire, un groupe de prédateurs, hein, ce qui explique que le Congo soit pauvre. Nous avons abondamment avancé quelques raisons. Je pense que c'est le fait aussi que le président de la République actuelle n'a jamais été élu. Jamais été élu. Je pense que quand on est démocrate, on affronte les urnes, mais il n'a jamais bénéficié du suffrage universel. Donc, il s'impose, il doit s'imposer. Pour s'imposer, ça a un coût. Il faut corrompre, Mais il faut pourtant, entretenir les pourtant, réseaux. il se dit avoir été réélu en 2021. Ses partisans, pareil, disent la même chose. Bon, ils ont tout intérêt justement à ce qu'ils soient maintenus, se maintiennent au pouvoir, puisque l'absurde les arrange. Le cafouillage, le flou, c'est des gens sans projet. Ils sont incapables. Je pense que cette incapacité est congénitale hein, aux membres du PCT. C'est ces soifards, tous ces gastrolacres qui s'organisent à ce que le pouvoir reste entre les mains du PCT. Ils savent pourquoi ils le font. Et c'est pour continuer à piller le coco. Donc, 40 ans de règne sans partage, 40 ans de pouvoir, pour rien, sauf à augmenter les mots de Congolais, à plonger davantage le Congo dans des difficultés. Je pense que, comme je l'ai toujours dit, il est temps que, à sa place, tirerai ma révérence. Mais comme les dictateurs ne lâchent pas prise sans y être contraints, je pense qu'il faut l'action coercitive quand même de la part du peuple pour essayer de sanctionner cette insolence de la part du pouvoir en place. Il faut une action coercitive de la part du peuple pour sanctionner à ce pouvoir, vous avez dit, médiocre, L'insolence comme du pouvoir. aimait à les appeler d'ailleurs un ancien Premier ministre congolais, un pouvoir des médiocres, parce que rien ne justifie, je l'ai dit tout à l'heure, la situation actuelle du Congo-Brazzaville. Il y a là un appel à manifester, je crois, lancé par des jeunes qui disent qu'ils vont voilà, marcher contre la misère. Vous les comprenez? Ben, écoutez, je les comprends et je pense que je marcherai avec eux. Moi, je suis en total accord avec ce genre d'action qui s'inscrit dans le cadre de nos droits constitutionnels, hein, les plus fondamentaux, bien écrits dans la Constitution du 25 octobre 2015, donc la Constitution du dictateur actuel. Ben, nos droits sont bien inscrits. Donc, je pense que nous devons exercer nos droits les plus fondamentaux pour manifester notre mécontentement. Je ferai partie donc, du cortège en tête. Sinon, à votre niveau, que prévoyez-vous autre que ces marches? Parce qu'après, je sais que, bon, voilà, je ne le souhaite pas, mais tout le monde voudrait qu'évidemment qu'il y ait ces marches-là. Mais je sais qu'après, ils vont trouver les moyens pour, voilà, empêcher cela, pour soit les intimider ou passer à la répression. Que devraient faire les Congolais? Alors, je veux dire une chose, jamais un pouvoir n'a été plus fort que tout un peuple réuni. Jamais.
Donc, il vient un temps où le peuple prendra ses droits sur ce pouvoir-là. C'est vrai qu'il y a beaucoup de labradors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de fumier, beaucoup de déchets dans les forces publiques congolaises, mais il y a aussi des personnes intègres. Et nous comptons sur ces personnes intègres-là qui ont des familles aussi, un peuple qui voit parfois, qui assiste passivement, impuissant, polar qui se joue au Congo. Ce désordre, mais ça ne contente pas tout le monde. Même certains qui sont au PCT ne sont pas contents puisque le pouvoir est entre les mains c'est un groupuscule, de canaille de personnes. Donc, le peuple congolais dans son ensemble est d'accord qu'il faut changer les choses, qu'il faut faire avancer les choses, qu'il est temps pour le pouvoir en place de déguerpir. Donc, nous marcherons, nous insisterons et on verra ce que ça va donner. Je ne veux pas ici étaler toutes nos stratégies, mais on va déjà commencer par organiser cette marche contre la misère. Alors donc jusqu'ici, on peut dire que il y a aussi la responsabilité des Congolais qui ont laissé faire, comme qui dirait, parce que il faut rappeler que les fonctionnaires retraités sont à 41 mois d'arriéré de salaire, ce qui ne peut pas se justifier. Les fonctionnaires qui sont dans les mairies, bien entendu, sont à plus de 40 mois de salaire impayé. Vous avez les boursiers qui ne sont pas payés, surtout nos étudiants qui sont à l'extérieur, parfois qui accusent 4 ans sans bourse, et les fonctionnaires qui touchent leur salaire à compte-gouttes, tout ça. On peut aussi penser qu'il y a une responsabilité jusqu'à un niveau donné, quand même, de la population Je qui ne sait ferai pas, faire. je ne ferai pas porter la responsabilité au peuple parce que le pouvoir en place, le pouvoir cynique en place, a gouverné, a régné par la peur. Je pense qu'il a intimidé le peuple, il a anesthésié toutes les velléités, on voit bien, de liberté, de libération du pays. Il est anesthésié, écoutez, par la mort, par la peur, par les assassinats. Et tout ça, évidemment, c'est un peu que glacer les gens. Je pense plutôt qu'il faut ici interpeller les hommes politiques, nous autres qui voulons jouer un certain rôle, voilà, qui sommes les meneurs d'hommes. Voilà, donc je pense qu'il Évidemment, faut pendant qu'on y est, nous allons passer au deuxième volet, mais alors s'il faut, puisque vous parlez d'interpeller les politiques que vous êtes, notamment de l'opposition, qu'est-ce que vous vous proposez à vos collègues de l'opposition, j'allais dire? ben, je pense qu'il faut se réveiller. Je constate qu'on est un peu endormi. Il faut déjà organiser une convergence de lutte. On devait se retrouver quand même pour arrêter un calendrier, pour arrêter un programme d'action par rapport à tout ce que les Congolais vivent. Voilà, jusqu'ici, depuis que je suis rentré, je constate qu'il y a une forme d'endormissement. Il y a ce phénomène-là, mais je constate aussi qu'il y a certains parmi les hommes politiques qui sont fatigués. Donc, il est temps pour eux de passer le témoin. Voilà, dont l'action est totalement été émoussée parfois parce qu'ils sont de mèche avec le pouvoir en place. Donc, il y a quand même un renouveau au niveau de la classe politique congolaise qu'il faut organiser. Il faut des nouveaux visages avec de nouveaux usages. Il faut du nouveau sang. Et je pense qu'à ce moment-là, nous pourrions reprendre le flambeau tranquillement. Donc, cela, nous pouvons nous entendre au cours d'une réunion pour voir comment harmoniser voilà, nos points de vue. Voilà. Plutôt que d'aller en rond dispersé, je pense qu'il faudrait que nous mettions tout dans un même panier pour être plus efficace. Merci Jean-Bruce Malonda. Nous allons passer donc au second volet qui porte sur l'affaire des terres, la vente ou la cession des terres arabes du Congo-Brazzaville au Rwanda. Et dernièrement, c'est le ministre des Affaires étrangères du Rwanda qui s'est permis trop de liberté pour venir faire la morale aux Congolais. Il était à la présidence, il sortait donc d'une audience que lui avait accordée Denis Sassou Nguesso. Alors, ce que moi je retiens, parce que de toute façon, on est longtemps revenu là-dessus, mais je reviens sur un peu ce côté, j'allais dire, moins diplomatique, où il pense qu'il peut faire la pédagogie aux Congolais pour leur expliquer la nature exacte des accords que le Congo-Brazzaville et le Rwanda ont signés. D'abord des accords contestés, rejetés par la population congolaise. Vous l'avez probablement suivi. Votre commentaire? Alors, je dois dire sans embâche que ce ministre pète plus fort que son derrière. Voilà. C'est un euphémisme. Il est sorti de son rôle. C'est une immixtion d'une affaire interne à un État. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Mais qui lui en a donné l'autorisation, les coups des flancs, franches? C'est bien le pouvoir en place. Voilà, c'est cela hein, au Congo. Des étrangers qui se permettent de donner des leçons aux Congolais,
qui se permet d'anéantir, de neutraliser, d'anesthésier les Congolais parce qu'ils convoitent. Le Rwanda est un pays pauvre. Le Rwanda est un pays pauvre. Ben, c'est mis ça tout intérêt à ce que, voilà, que cette cession de terre soit une réalisation pour que. Mais en réalité, je vais vous dire, pourquoi cette cession de terre? Ça n'est pas tant, c'est d'ailleurs d'abord une insulte faite au Congolais. C'est une insulte que le gouvernement, que le pouvoir en place fait aux Congolais. Donc, non seulement le pouvoir en place, mais le gouvernement rwandais, Paul Kagame. C'est une insulte. Pourquoi? C'est une façon de dire aux Congolais que vous êtes incapables de cultiver vos terres, de les valoriser. Voilà, on va faire venir des étrangers, des mercenaires, je veux dire des criminels. Voilà, ces barbares qui sévissent en l'Est de la RDC. Bon, on va vous les faire venir pour qu'ils mettent en valeur vos terres. C'est une insulte. C'est un acte de trahison, de haute trahison. C'est assimilable à un crime de lèse-majesté. Mais à la vérité, pourquoi est-ce que l'on cède des terres? Ce n'est pas la terre qui est en cause ici. Je pense qu'il y a un agenda caché derrière tout ça. Le pouvoir en place, sachant qu'il ne sera jamais élu par la voie des urnes, envisage, c'est prélude à une révision constitutionnelle. Ils veulent réviser la constitution congolaise. Ils veulent passer à un régime parlementaire, de sorte que le président, le prochain président, donc qui souhaite qu'il vienne de leur camp, de leur sérail, soit élu directement par les députés nommés. Mais alors, une telle décision, une telle révision constitutionnelle ne peut contenter le peuple, va donner certainement, va abuter à une grande populaire. C'est à dessein, vous voyez bien, là où est-ce que les terres ont été cédées, c'est dans la partie sud du pays. Mais c'est parce que c'est dans ces régions que viendrait probablement la grande populaire. Donc, ces Rwandais qui vont venir au Congo ne viennent pas pour les terres. C'est des mercenaires, c'est des barbares qu'on fait venir pour mater les Congolais le moment venu, comme ils ont toujours fait. Voilà la vérité. Pour vous, donc, vous êtes en train de dire que les accords de cession des terres, en fait, ce n'est qu'un, comme qui dirait, un C'est arbre un qui leurre. cache la forêt. Donc, derrière ces accords, c'est plutôt des accords militaires, comme on le sait, avec Une importation pour de mercenaires. objectif contenir toute contestation, toute manifestation qui pourrait gêner la succession de Denis Sassou Nguesso par son fils, c'est ça? Avec tout ce En effet, en effet, cela. En effet, vous l'avez bien décrit, c'est cela. Donc, je ne vois pas pourquoi. Vous savez, quand on a envie de développer son pays, si on veut valoriser les terres, on va faire comme le font les Burkinabés. Ouais, la junte burkinabé, à peine arrive au pouvoir, mais a doté les peuples, les agriculteurs, d'outils. Le peuple congolais, c'est un peuple travailleur. Moi qui vous parle, j'essaie de faire un peu de l'agriculture dans un petit coin. Donc, nous sommes nombreux, mais le peuple congolais n'attend qu'on lui donne des outils, des moyens. Ces moyens-là, cet argent des générations futures qu'on a détourné aurait servi justement à doter le peuple congolais d'outils. C'est pourquoi, pour moi, c'est une insulte. Mais je dois dire aux étrangers qui sont en République du Congo, parce que trop c'en est trop, ils se croient en terrain conquis. Toute économie nationale, tous les ponts de l'économie nationale ont été confiés aux étrangers. Les transports, la pêche, l'alimentation, tout, quasiment tout. Et même on retrouve même des étrangers de la police nationale. Mais je dois dire aux étrangers que le peuple congolais est un peuple certes hospitalier, mais les choses les plus douces tournent à l'aigre dans leur pourrissement. Qui se méfient parce que les Congolais vont se réveiller. Nous allons Oui, vous épauler avez parlé des étrangers utilisés. Il national. y en a aussi dans le transport en commun. La plupart des taxis au Congo-Brazzaville, généralement, c'est des étrangers. Alors que là, normalement, ce sont des secteurs protégés. Mais ce sont des secteurs qu'on appelle de souveraineté nationale. Les étrangers aujourd'hui peuvent paralyser le Congo s'ils se fâchaient contre les Congolais. Ils Et tiennent c'est même les grave. boulangeries, curieusement, Vous voyez même les boulangeries. jusqu'à quel point on est irresponsable, on brade le pays, jusqu'à quel point on brade le pays, on n'a pas honte. C'est du cynisme. Tous les secteurs de l'économie nationale sont pratiquement tenus par des étrangers. Ben, écoutez, le rôle du président de la République, s'il peut m'entendre, c'est quand même de veiller à l'intégrité du territoire national, de veiller, protéger la souveraineté, de protéger, sécuriser le peuple. Mais ça n'est pas ce que fait le président de la République, puisque c'est lui le garant de l'unité nationale qui organise en fait toutes ces choses-là. C'est lui qui est à la manœuvre pour la conservation du pouvoir, parce qu'il est arrivé par le coup d'État avec toutes ces casseroles qu'il traîne.
ben, il craint un jour de perdre le pouvoir pour ne pas qu'il rende des comptes. La vérité, c'est cela. C'est pourquoi, malgré le fait que le Congo soit dans une situation difficile, ben, il vaut mieux pour lui, lui, il estime qu'il faut qu'il reste au pouvoir, ou encore que ses enfants passent pour continuer à le protéger tout un système mortifère. Alors tout à l'heure, vous disiez que les Congolais savent faire l'agriculture. C'est un pays, c'est un peuple voilà, qui connaît bien, qui a une expérience C'est un peuple travailleur. C'est un peuple travailleur. travailleur, vous avez dit, et je vais donc proposer un extrait d'une vidéo sur la production de la banane. Mais curieusement, les producteurs n'ont pas pu acheminer leurs produits par faute, comme qui dirait, faute de comme qui dirait, de voies de communication. Et les bananes est en train de pourrir à la gare de Bouanza. Suivez. Nous sommes à Madingou-Gare, dans le département de la Bouenza. Ici, le constat est alarmant pour ces agriculteurs et commerçants. En effet, comme c'est dans leur tradition, ils font la demande des wagons plusieurs jours avant, question d'être sûrs de la logistique de la marchandise dans un bref délai. Seulement, voilà plusieurs jours déjà que ces bananes gisent au sol jusqu'au point de pourrir. La cause, aucun wagon disponible et aucun train n'accepte de les embarquer, ce malgré la sollicitation au préalable. Un phénomène qui brise les cœurs de ces agriculteurs. Je reviens de Sibiti, j'ai des hectares dans la zone Les Koumou, d'où la sortie devient difficile. Avant, on prenait les camions qui nous prenaient depuis le village jusqu'à Brazzaville. Mais l'arrivée des péages et des paysages nous a fait connaître des difficultés. Donc ces difficultés ne nous permettent plus de prendre les camions et partir droit à Brazzaville parce que le paysage, surtout de l'UTT, nous met dans des problèmes difficiles. Alors, à partir de là, il fallait donc revenir au niveau du chemin de fer. Mais le chemin de fer, voyez l'état de la marchandise. On ne comprend plus rien, surtout la gare de Madingou nous fait dans des situations difficiles. La demande est faite avant que tu ne rentres. Quand vous venez ici, voyez loin de la Lekoumou. Nous pouvons, la première gare, quand je pars de la Lekoumou, enfin je suis de l'axe Sibiti-Madingou. Donc la route la plus proche de Madingou, Sibiti, c'est Madingou, la gare la plus proche. Quand nous venons à Madingou, au lieu d'aller à l'OTT, là où c'est favorable, mais nous venons en gare de Madingou parce que toutes sont les gares. Mais quand nous venons en gare de Madingou, regardez ce que nous sommes en train de subir. Toutefois, ce sont les mêmes situations. Les demandes ont été faites. Les 3 trains sont déjà passés avec nos wagons. On ne comprend rien. Moi, je suis dans le district de Mabombo. Je suis depuis, bon, mon quota normalement on a bois là depuis mardi passé. Mon salaire commande demande à wagon. Normalement bête avant bête quota bête salaire demande à wagon. Bête ça demande à wagon de temps bête qu'on a bois là. Donc bête que basket bête quota demande à wagon qui est déjà quoi. Mais vraiment il y a tout rien et vraiment bête na zaba veiki. Ba demande à wagon qui na kusimba diave. Bête que pèse ba mbongo na ba demande à ba wagon bête que comme na ba gare ba wagon qu'elle veut. Poussé à bout, il ne demande qu'une chose aux autorités compétentes: redynamiser la circulation des trains marchandises. Le président Denis Sassou Nguesso nous demande de faire l'agriculture. Mais l'agriculture sans issue, sans voie de sortie, nous avons des difficultés. La sortie des colis est difficile. C'est vrai, les gens ont travaillé, ont accepté ce que le président a dit. Mais comment sortir avec ça? Comment l'aboutissement du produit? On n'arrive pas. Que le gouvernement donne un appui au niveau du chemin de fer parce que nous sentons que le chemin de fer n'arrive plus. Qu'il donne un coup, qu'il renforce s'il y a lieu. Parce que là on parle des machines, il n'y a plus de machines, il n'y a plus, les wagons ne sont plus. Qu'il renforce le chemin de fer. De telle sorte que avant, dans les temps passés, les produits périssables étaient des trucs qu'on prenait en priorité. Mais aujourd'hui c'est des trucs négligés parce qu'il n'y a soi-disant pas l'argent. Alors même 1 franc de plus sur 100 000, ça fait 101 000. C'est beaucoup d'argent. Donc vraiment que le gouvernement puisse faire un effort de renforcer le chemin de fer. Chemin de fer, Basalungolo. Basalungolo, Basalungolo, vraiment façon vraiment il y a que pas ça na bête vraiment bête pas client à bas. Le développement d'un pays est fonction de son PIB. Face à de telles réalités, il serait donc impérieux que les autorités compétentes prennent à bras le corps ce problème qui mine ces agriculteurs afin de soulager la peine de ces bonnes volontés. Alors voilà, Jean-Bruce Pombou Malonda,
les Congolais produisent, mais n'ont pas la possibilité d'évacuer leurs produits. Et bien, voilà, on va chercher des étrangers pour venir planter du piment, des soja. Encore là aussi, on se pose la question, comment vont-ils faire pour voilà, évacuer ces produits? C'est pour vous dire que c'est un leurre, c'est un mensonge, que la vraie raison de ces cessions de ces terres, ce n'est pas l'agriculture, parce que les Congolais sont bien capables. Vous voyez ce jeune homme-là qui a produit des bananes, ils sont nombreux comme ça. Ben, il manque des voies d'acheminement, il manque des petits moyens. On prétend avoir mis en place des fonds d'agriculture pour soutenir l'activité agricole, mais cet argent-là, vous avez beau demander, solliciter l'aide de l'État, mais ça ne vient jamais, parce que cet argent, parfois, il n'est pas versé, ou encore, il prend des directions inconnu. Nous savons bien que cet argent-là, repart dans les poches de ceux qui sont supposés les mettre à disposition du peuple. Donc, vous voyez que c'est un circuit bien huilé, circuit cynique, méchanceté permanente pour anesthésier, pour détruire, pour contenir le peuple congolais, pour appauvrir. Ouais, appauvrir le peuple congolais, c'est un plan qui a été mis en place. Jamais les Congolais devaient être riches parce que ce gouvernement est là pour veiller à ce qu'aucun Congolais n'émerge. Et même au Congo, ici, même quand vous faites une petite affaire, il y a ce phénomène-là, anesthésion de 10%. C'est pas possible. C'est-à-dire, nous expliquer c'est quoi, comment? Cette concussion-là, quand vous ouvrez une activité, quand vous voulez faire un petit commerce, mais ces agents du désordre public qui sont là, qui vous rançonnent. Mais ça aussi, c'est un phénomène qui est anesthésique, qui tue. En dehors de l'insécurité galopante, grandissante au Congo, il y a cette concussion-là. Alors, pendant que vous en, pendant que vous en parlez, évidemment, j'ai des amis qui m'ont rapporté un certain nombre de faits, c'est que d'autres avaient des projets préfinancés, hein, subventionnés déjà financièrement, qui sont arrivés au Congo. Ils sont nombreux, hein, dans plusieurs secteurs, de la santé même, et puis un peu comme qui dirait des voiries, qui sont arrivés avec des projets déjà financés, mais qui n'ont pas pu les réaliser simplement parce que sur place, les pouvoirs publics, certaines autorités leur auraient demandé une prise de part dans ces activités alors qu'ils n'ont rien apporté comme fonds, comme capitaux. D'accord? Et soit ils cherchent à prendre jusqu'autour de 10% des parts ou même la moitié carrément, quoi, 50% des cas, des parts. Et souvent, quand c'est comme ça, ces compatriotes sont obligés de lever leurs pieds, de rentrer Oui, avec. bien sûr, bien sûr. On a Bien un qui sûr. m'a parlé d'un projet dans le cadre de la santé qu'il devait installer. Il voulait installer une clinique moderne au Congo-Brazzaville. On lui a empêché. Un autre qui m'a parlé du traitement des ordures ménagères à Pointe-Noire. Lui aussi, on l'a empêché. Il y a beaucoup de cas comme ça, comme quoi les Congolais ne peuvent rien faire chez eux. On les empêche, voilà. Ben, Et vous le dites si bien, il y a beaucoup de goulot d'étranglement, hein. Le climat des affaires au Congo est malsain, n'est pas propice, hein. Ça vient altérer justement le climat des affaires. Euh, il y a ce phénomène que vous venez de décrire de 10% qui a été, je veux dire, pratiquement légalisé, donc qui devient automatique, voilà, qui est un mode de gouvernance. Mais comment est-ce qu'on peut travailler dans un tel environnement? Le climat au Congo, politique, sociale, n'est pas, les pratiques du gouvernement ne sont pas propices au développement de l'activité économique. C'est pourquoi il y a peu d'investisseurs étrangers qui savent bien. C'est pourquoi le Congo là, est pauvre dans son propre pays, alors que nous avons tout pour être riches. Mais ça, c'est organisé par le pouvoir en place, parce qu'il a peur que le Congo s'enrichisse, parce qu'il veut acagnarder, enfermer les Congolais dans les besoins primaires pour ne pas qu'ils pensent aux choses de l'esprit. Donc, c'est tout. c'est une volonté politique de maintenir la population congolaise dans une précarité absolue. Et dans la même veine, il y a d'autres exemples. Ben, c'est parce que je ne peux pas citer leur nom. Il y a une autre dame, hein, congolaise qui, elle, disait, bon, au Congo, en réalité, il y a un problème dans les hôpitaux, il n'y a pas des bandits. Et elle avait trouvé donc des donateurs qui lui ont donné elle parlait de plus de 300, 400 lits d'hôpitaux, des jolis lits. Mais elle n'a pas pu acheminer ça au Congo-Brazzaville parce que finalement, on lui a dit, bah, tu es qui? Tu veux faire la politique? Tu veux être député? Bah, ils ont empêché cela. Une autre, c'est une collègue, hein, celle-là, bon, en fait, c'est une consoeur, journaliste.
Elle avait voulu voilà, apprendre des manuels, hein, des livres, puisqu'au Congo, en réalité, il n'y a pas de bibliothèque. Et donc, elle voulait faire don dans les écoles. Celle-là aussi, on l'a empêché, simplement parce que, bon, on a estimé qu'il devait avoir, ou il pourrait avoir un politique derrière. Bon, bref. C'était juste pour montrer qu'il y a plusieurs exemples comme ça au Congo-Brazzaville et la volonté de ce régime, c'est de voir les Congolais en train de peiner et de croupir dans la misère. Alors, donc, pour terminer avec le volet des terres, ici, au Congo, on nous parle de la culture du ricin, et c'est ce qui justifierait évidemment ces accords sur la cession des terres. Et curieusement, lorsque les Rwandais sont arrivés au Congo-Brazzaville, les hommes d'affaires et les femmes d'affaires rwandais qui sont arrivés au Congo pour faire une inspection, eh ben, on leur a montré les zones, c'est ce qu'ils ont dit hein, dans leur reportage, qui devenaient donc les terres du Rwanda, leurs terres, 980 km², des terres qui leur avaient été cédées. Et eux, ils parlent de la culture, finalement, du maïs, des soja, des piments. Et donc, loin du ricin que présente le gouvernement congolais. Il y a trop de mensonges. Et comme qui dirait, quand il y a un flou, il y a un loup. On comprend bien que la vraie raison, je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas l'agriculture, ce ne sont pas les agriculteurs rwandais. Nous n'avons rien contre hein, les étrangers, hein, voilà, qui peuvent être très bénéfiques dans l'économie d'un pays, mais ceux-là, nous n'en voulons pas parce que nous savons qu'ils ne viennent pas pour cela. Voilà, ni pour le maïs, ni pour les ricins, ni pour autre chose, mais ils viennent, on les prépositionne pour, et c'est des mercenaires pour mater le peuple congolais le moment venu, voilà, à l'occasion du forfait constitutionnel qu'ils entendent organiser pour se maintenir au pouvoir, continuer à échapper à la justice pour ne pas rendre des comptes de la mauvaise gestion qui a été la leur du pouvoir, de la chose publique pendant plus de 40 ans de règne sans partage. C'est la raison fondamentale pour laquelle on fait venir ces mercenaires, ces barbares qui tuent, voilà, qui exterminent nos voisins dans l'Est de la RDC, dans leur propre pays. C'est tout. C'est pourquoi le gouvernement, vous voyez, Pauline Makosso il dit une chose, Mabiala dit une autre, voilà, ils sont en contradiction, ils se mêlent les pédales. Il n'y a rien de vrai dans tout ce qu'ils sont en train de dire. La vraie raison, c'est celle-là. Alors merci Jean-Bruce Pambou Malonda, nous sommes presque à la fin de cette émission. Nous avons dit que le Congo n'a plus d'argent, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Anatole Kondé Makosso, donc le chef du gouvernement congolais, le Premier ministre. C'est ainsi. Alors, dans le même temps, nous avons rappelé tout à l'heure que 14 000 milliards, 26 milliards de dollars américains ont été dilapidés. Donc, c'était destiné en fait pour le fonds de génération future. Cet argent a été dilapidé. Tout le monde sait qui a pris cet argent. Je dis et je répète, c'est Sassou Nguesso et son fils. Anatole Koliné Makosso aussi le sait. Mais on vient de dire quand Il en même fait qu'il partie. n'y a Il plus fait partie d'argent. des bénéficiaires. Il fait partie des bénéficiaires de cet argent. C'est vous qui le dites. Alors donc, voilà, et dans le même temps, et toujours dans cette même logique, il faut aussi rappeler que 5 autres dignitaires de ce pouvoir ont planqué 9 000 milliards. Je dis bien 9 000 milliards, je n'ai pas dit 9 millions. Ceux qui ont des comptes justifiés par des milliards, je connais, tout à l'heure dans l'hôtel, on a dit 5 Congolais ont 16 milliards de dollars en dépôt dans les comptes d'une banque chinoise. Il y a même un seul Congolais qui a un compte de 175 milliards au Nigeria. Mais quand un Congolais va acheter un immeuble de 75 milliards de francs CFA, où est-ce qu'il a eu ça même s'il est ministre? Il a eu ça où? 9 000 milliards, c'est plus que la dette extérieure du Congo-Brazzaville, curieusement. Et Anatole nous dit qu'il est en train de payer la dette, alors qu'il est conscient qu'il y a 5 dignitaires de son régime, à lui, de son gouvernement, qui ont planqué Cela, 9 000 milliards dans les banques chinoises. Ça aussi, il le sait. En dehors de cela, il y a 6 autres qui ont planqué 5 500 milliards de francs CFA dans les paradis fiscaux. Parmi eux, Christelle Sassou Nguesso, Jean-Jacques Bouillak, qu'on a mis à la tête de ce groupe de travail qui doit mobiliser la trésorerie de l'État. Vous avez voilà, Gilbert Ondongo, Lucien c'est quoi ça? Lebata, Jean-Richard Itois. Jean-Richard Itois aussi est dans le groupe. Voilà, Bien l'homme sûr. aussi qui a planqué beaucoup d'argent du Bien Congo sûr. à l'extérieur. Lui aussi, il est dans ce groupe de travail. En fait, c'est comme vous disiez au départ, on prend des voleurs, on les met là et on leur demande de trouver une solution. Et moi, Je je vais vous dis dire une dans chose, un édito, monsieur Perrin.
Si on Oui. pouvait purger les ventres de ces messieurs-là, ben, on retrouverait les 14 000 milliards. Si on pouvait leur purger les abdomens, les ventres, ben, vous verrez que l'argent du pays n'est pas bien loin. Les planques chez eux. Donc, pour Donc, en moi, fait, tout ça, c'est... vous êtes en train de dire, au lieu de leur confier cette mission de remobiliser la trésorerie de l'État, il faut plutôt les mettre en prison et puis leur demander Ouais, de... ouais, mais c'est ça, il faut les y contraindre. Le sommet de rendre l'argent au pays. Mais comme on ne peut pas les sommer, ben voilà, on les adule comme ça, on les berce, on les ménage. Bon, espérons que... Il n'y a que le peuple pour contraindre ces personnes-là au changement. Hein. Il n'y a que le peuple pour obliger ces personnes à sortir de l'argent. C'est pourquoi je vous ai parlé de l'action coercitive. Ah oui, les actions coercitives, je pense qu'il est temps de cesser d'être lâche. Voilà. Et là, Il je est m'adresse temps. à tous les Congolais. Voilà. Voilà, il est temps de d'arrêter d'être lâche. C'est par là que nous terminons donc notre émission. Jean-Bruce Apombou Malonda, je vais vous laisser donc quelques 2 minutes pour conclure, bien entendu, tout en sachant que tous les Congolais ont fait le constat, plus rien ne marche au Congo-Brazzaville. Vous l'avez dit, vous l'avez rappelé et insisté là-dessus. Que faut-il faire maintenant? Alors, moi, personnellement, je dois dire au peuple, bon, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé à le dire, de cesser d'être lâche. Les temps actuels sont des temps de changement. Nous devons prendre nos responsabilités pour protéger notre beau pays convoité par beaucoup de gens. Cesser d'être lâche passe par ne passe pas par l'attentisme, passe par l'action coercitive et nous devons mener des actions dans le cadre de nos droits constitutionnels les plus fondamentaux et ne pas s'en laisser compter par le pouvoir actuel. Je pense que nous en avons appelé pendant longtemps au changement. Ben, il faudrait passer à l'action maintenant pour que le changement soit une réalité. Aussi longtemps que le pouvoir actuel sera en place, Mhm. autant les difficultés des Congolais demeureront. Donc, pour que la vie des Congolais soit plus ou moins améliorée, pour qu'il y ait une embellie, pour que le Congolais vive en paix et heureux dans son pays, je pense qu'il faudrait pousser à la porte ce pouvoir, le pouvoir de M. Denis Sassou. Merci beaucoup, Jean-Bruce Pambou Malonda. Je rappelle que vous êtes professeur d'université, ancien fonctionnaire des Nations Unies, ancien professeur de l'Académie de Paris, chargé de recrutement au rectorat. Vous avez aussi travaillé dans la cellule stratégique du cabinet du préfet de l'Île-de-France, écrivain prolifique, homme politique congolais, ancien membre du RDPS et ancien attaché parlementaire sous la législature de Jean-Pierre Tister Tchikeye. En tout cas, merci d'avoir été avec nous sur R7. Je vous en prie, merci. Je vous en prie, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Et comme d'habitude, s'il vous plaît, surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo. Aidez-nous donc à couvrir une large audience. Partagez massivement cette interview et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On se dit au revoir et à très bientôt. Merci.